Bonjour Emmanuel, Ah, bonjour Henri. comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Bien, alors aujourd'hui, nous allons parler, Vous avez l'air en forme, Henri. oui, Bon, oui, je suis en forme, moi si on veut, on va parler du bazar ambiant, ah, le bazar ambiant. hein. Alors le bazar ambiant, Bah, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est toujours le bazar. c'est toujours le même bazar, mais ça prend de l'ampleur, Bon, non? je sais pas, je vais vous écouter religieusement, Oui, bon, puisqu'on mettons, va parler de religion, on parle de quelque part. Daesh. Parler de Daesh. Bien, alors, c'est quand même terrible. Bon, c'est terrible, et franchement, moi ça m'interroge beaucoup parce que je me demande comment une population peut devenir comme ça barbare. Alors, la facilité, c'est de dire oui, oui, mais ouais, tous ces Arabes sont fous. Enfin, là, c'est quand même une absence de mémoire parce que là, ils viennent de faire à Kobané, là, ils viennent de faire 200 morts dans la semaine. Enfin, il y a quelques dizaines d'années, chez nous en Europe, quand les Allemands arrivaient dans un village en Hongrie ou en Ukraine, Oui, surtout vers l'Est. oui, je trouvais l'Est, ils tuaient immédiatement en Tout ce qui arrivant bougeait. tout ce qui bougeait, des milliers de gens, voilà. Donc, c'est pas une explication de dire que c'est parce que ce sont des Arabes. Non, le problème, c'est comment une population peut tout d'un coup devenir comme ça une Peut bande adhérer, d'assassins. peut Ouais, adhérer peut adhérer à ça. Ça, je trouve ça terrible. l'assassinat en masse. Ouais, c'est effrayant. Alors, parce que c'est, il y a une adhésion. Alors, quelque part, ça vient sans doute, enfin, je suppose, j'imagine, que ça vient d'une frustration, d'un, d'un dérèglement psychologique, hein. Moi, je pense que c'est un acte de folie. C'est un acte de folie collectif, mais c'est un acte de folie. Et je pense que cet acte de folie, il ne faut pas imaginer qu'on est sûr d'y échapper nous-mêmes. Euh, si on réfléchit un petit peu comment ça s'organise, on s'aperçoit que les Allemands, ils ont eu une frustration terrible de perdre la guerre de 14, enfin d'avoir été déclarés perdants alors qu'en fait c'était un peu ambigu, hein. Et cette Vous n'allez pas frustration, refaire l'histoire, non, mais cette Henri. frustration a fini sur cette espèce de folie qui a été finalement utilisée par la propagande de quelques malades mentaux. Alors, moi je pense qu'on a un peu le même problème là, parce que on a une propagande qui fait que les gens qui ont des frustrations lourdes les extériorisent en prenant pour excuse cette excuse religieuse. Enfin, on voit bien le Yacine Sali là, dans ce patelin du Jura, ou je ne sais pas trop, non, vers Lyon, il a tué son patron. Bon, il a tué son patron et qui s'était engueulé, et puis il a déguisé ça en meurtre, en fanatique, en fanatisme religieux. On voit bien que c'est un déguisement. Donc, si vous voulez, ce fanatisme religieux, en fait, recrute des frustrations de tout un tas de gens et franchement, je trouve ça assez grave. Enfin, je trouve ça assez grave. Euh, et alors, ces fanatismes, comment ça arrive? Ben, regardez, enfin, chez nous, bon, on n'en est pas là, mais regardez ce qui se passe en Grèce. C'est quand même complètement étonnant. Ça va créer des frustrations énormes. Les Grecs votent pour un Premier ministre de gauche. Bon, moi, je ne suis pas de gauche, mais bon, ils ont voté pour lui. Bon. Il va discuter en On a fonction. bien un président de gauche, nous. Oui, bah absolument. Bon. Non, mais lui, il va discuter en fonction de ce que les Grecs ont voté. Bien. De son programme, De son en programme théorie. pour lequel les Grecs ont voté. Donc, en fait, quand il va à la table de discussion, c'est la Grèce qui va à la table de discussion, c'est-à-dire ce sont les Grecs, il représente les Grecs. Et tout d'un coup, il dit aux technocrates avec qui il discute, il dit, bon ben moi, j'ai bien noté vos propositions, ben écoutez, puisqu'on est au bout de la discussion, je vais soumettre ça à mon peuple par un référendum. Et les technocrates de Bruxelles disent non, non, mais c'est pas possible. Ah, mais là, vous trahissez, voilà, vous trahissez la discussion, on considère qu'elle est arrêtée. Mais avec qui ils discutaient, ces gens? Avec qui ils discutaient? Ils ne discutaient pas avec monsieur le Premier ministre de la Grèce en tant que personne physique et personnelle. Il était le mandataire Du peuple du grec. peuple grec, des Grecs, des Grecs. Comme François Hollande est le mandataire du peuple Ouais, français. enfin, des Ah oui, Français. bah oui. Ouais, il nous doit des comptes. Bon, par contre, il fait pas beaucoup de référendums, lui, sur Non, tel ou tel sujet. Hein. non, mais il nous doit des comptes, Ouais. exactement Ah. comme l'autre doit des comptes aux Grecs. Et je suis stupéfait que les technocrates grecs puissent
être choqué qu'il rende des comptes à son peuple. Je trouve ça étonnant. Les technocrates européens. Vous voulez Européens, dire. pardon. Oui. Oui, excusez-moi, européens. Ouais. Je trouve ça complètement surprenant. Voilà. Alors, ça nous amène tout doucement à ces choses étranges de ces technocrates qui, nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est notre problème fiscal. C'est-à-dire que voir arriver Le problème fiscal, qui- les abus fiscaux. que nous partageons avec une grande majorité de Français, qui fait qu'on voit arriver chez nous des gens qui, à la fin de notre vie, nous disent ben, qu'on leur doit de l'argent. Voilà, sans aucune. Pas forcément à la fin, hein, ça peut être un peu avant. Hein. Non, mais ils arrivent quand vous avez gagné votre vie. Ils viennent pas avant. Non. Ils vont pas chez les pauvres. Ils vont pas chez ceux qui foutent rien. Et non, ils vont chez les gens qui ont fait quelque chose. Et quand vous avez fini votre acte, que ce soit ou non la fin de votre vie, ils viennent vous dire ben non, ce que vous avez gagné, c'est pas à vous. Vous avez une dette envers nous. Et on se retrouve après avoir travaillé, après avoir géré sa trésorerie, après avoir rempli son mandat d'entrepreneur. On se retrouve à la fin avec une dette au lieu d'un bénéfice. Ils transforment notre bénéfice en dette, comme un goût de baguette magique. Vous imaginez s'ils allaient voir le président du tribunal, des tribunaux, les présidents des tribunaux où nous allons régulièrement. Oui, on parle des administratifs, hein, parce que Ouais. on va quasiment que au tribunal administratif. Oui. Alors imaginez qu'ils aillent voir Madame Bertinchamp, là, avec qui, je ne sais pas, un jour, je me retrouve au tribunal. Je dis, Madame Bertinchamp, c'est la fin de votre vie, voilà, ben, vous avez, ben voilà, on considère que vous nous devez de l'argent. Voilà. Maintenant, ben, vous avez travaillé 35 ans ou 40 ans, et ben, vous nous devez 1 million d'euros. Avec des hypothèses qui transforment en preuves. Voilà. Voilà. Ouais. Et le rapporteur public dirait, bah, Madame Bertinchamp, Ben, vous les devez. vous les devez. Vous les devez, et puis voilà. Et votre retraite, eh ben, va vous laisser 500 euros Voilà. par mois, Voilà. et le reste, vous nous le devez. Voilà. Ben, c'est, enfin, moi, je trouve ça. Alors, donc, on parle de frustration, mais là, ça en crée des frustrations. Parce que c'est tous les ans des milliers de gens à qui on fait cette pantalonnade et qui, en fait, ne doivent rien et qui sont tout d'un coup ruinés, comme nous le sommes. Ces milliers de gens, ils sont. Ben, je pense que. Oui, là, ça crée des frustrations parce que ça fait du mal quand même. Hein. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que. Et puis, après, autour de ça, on n'a effectivement aucune justice possible. Puisqu'on voit bien que, quoi qu'il arrive, le fisc, puisqu'on peut prendre votre exemple pour lequel vous avez l'intention de lutter, une lutte, Entre autres. une lutte qui est respectable, c'est que vous avez été donc blanchi des accusations fiscales Non, pas de toutes les accusations fiscales. de 90% des accusations fiscales. De la plus grosse, de la plus importante accusation fiscale qui était la dissimulation de recettes Voilà. et qui représentait 90% du redressement. Voilà. Et Bon. malgré ça, Donc le tribunal correctionnel m'a blanchi, voilà, mais ça n'a pas du tout gêné le tribunal administratif, disons que le fisc, de me poursuivre et de me faire condamner à 100%, puis après 90%, puis après... Bon, enfin, donc, alors qu'il y a une règle il de n'a pas droit, respecté le... voilà, alors qu'il y a une règle de droit qui s'appelle le non bis in idem, qui veut dire qu'on ne peut pas, pour la même chose, Et de juger deux fois. être jugé 2 fois. Voilà. Donc, Mais ça, le fisc s'en fout, hein, ouais, apparemment. voilà. Donc ça veut dire que, si vous voulez, après, on... Alors déjà, est-ce ce que qu'il faut, non mais attendez, ce qu'il faut quand même savoir, c'est, je ne voudrais pas faire de tout le procès du fisc et ni remonter au calendrier grec, mais ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, le fisc fait ce qu'il veut, puisque déjà il vous saisit, il vous prend tout votre argent sans qu'un tribunal intervienne. Je veux dire, Oui. donc là, Non, mais c'est ce qu'on on appelle, est- nous, les lettres cachées. oui, le sujet de notre discussion d'aujourd'hui, c'est les frustrations et où elles finissent par amener, c'est-à-dire comment une population peut devenir violente, comment quand la violence se déchaîne, elle est incontrôlable, parce que la violence c'est incontrôlable, parce que c'est n'importe quoi, et comment, pourquoi ce sont les frustrations qui amènent à ça, et pourquoi aujourd'hui nos hommes de l'État créent dans la population des frustrations très importantes, notamment à travers la pression fiscale et l'injustice fiscale. Parce que la frustration, elle vient d'une injustice. On parlait de Daesh, on ne connaît pas l'histoire, parce qu'on ne connaît jamais l'histoire, mais comme le disait Bastia, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Et il y a ce qui se sait et ce qui ne se sait pas dans l'histoire. Mais ce dont on est pratiquement sûr,
c'est que les problèmes qui ont créé des frustrations au Moyen-Orient sont autour du pétrole. Bon, donc la plupart du temps, les frustrations sont des problèmes à la base économique, puisque en fait, l'esclavage, c'est en fait la perte de liberté économique. La dette économique a toujours été dans tout temps transformée en esclavage. Bon. Donc, si vous voulez, ces frustrations, elles viennent là. Donc aujourd'hui, quand l'État claironne qu'il a fait 20 milliards de recettes par redressements fiscaux dont on sait qu'il y en a la moitié qui sont falsifiés, c'est-à-dire qu'il y a 10 milliards qui ont été pris dans les poches des gens de manière injuste, ça on le sait de manière formelle, bon, ça veut dire que ces gens qui ont été touchés, c'est des milliers de gens chez qui ça génère une frustration terrible. À un moment donné, il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger que ces frustrations soient récupérées par quelqu'un d'un peu en désordre et que ça aboutisse sur effectivement la violence. Bon, et bien ça, c'est vraiment une énorme responsabilité. Énorme responsabilité. Voilà ce dont je voulais parler aujourd'hui. Bon. Alors en 2 mots, hein, oui. La critique de vos livres. Oui. Hein, en 2 mots. Non, certainement pas, parce qu'il y en a un qui est très important et ça ne peut pas être en 2 mots. Oui, mais alors articulez bien. Hein. Oui. Alors, le livre de M. Paulin Ismar qui s'appelle « La démocratie contre les experts ». Il faut absolument lire ce livre. Il est extraordinaire et vous allez prendre un plaisir très intense à le lire parce qu'il est bien écrit, il est amusant, il y a en même temps de l'humour et l'objet de cet ouvrage est absolument extraordinaire. Donc, ce monsieur est un professeur de grec, un maître de conférence de l'histoire grecque à l'Université de Paris. Et il nous explique qu'au moment de la Grèce où la Grèce était dans son meilleur moment, qui est au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs... Le seul pays où il y avait une démocratie. Où il y avait une démocratie. Voilà. À un moment, la démocratie grecque était à son apogée. Tous les techniciens dont la démocratie avait besoin, c'est-à-dire les comptables, ceux qui tenaient l'ordre, les flics, etc., tout ça, étaient des esclaves. Ouais. Voilà. C'était des esclaves. Et ces tâches étaient confiées exclusivement aux esclaves. Alors, vous voyez, c'est ce qu'il dit. Il parle et dit que son livre souhaite explorer, en retraçant l'histoire de ceux qui furent à leur manière les premiers fonctionnaires du monde des cités grecques et jouer à l'occasion le rôle de véritables experts. Or, ces hommes étaient des esclaves. Voilà. Alors, il explique après la différence qu'il y a entre un esclave et un homme libre, c'est que l'homme libre grec était inaccessible à la sanction sauf la sanction pécuniaire. C'est-à-dire qu'en cas de vol, en cas de n'importe quoi, quel que soit le délit que pouvait faire un grec libre, il ne pouvait être que sanctionné pécuniairement, à l'exclusion de toute sanction physique. Alors que la différence avec l'esclave... Avec les experts, donc. Avec les experts, donc, l'esclave, lui, était accessible à la sanction physique. C'est-à-dire le fouet, la torture, etc. Voilà. Donc, vous vous rendez compte, si on pouvait torturer, fouetter nos experts, nos énarques, oui. mais ça serait un bonheur indicible. Oui, c'est surtout qu'il ferait beaucoup moins de bêtises. Il ferait beaucoup moins de bêtises. D'ailleurs, dans son livre, Monsieur Ismar nous évoque ça. Vous allez voir, je retrouve la page. Oui. Voilà. Il dit, supposons que l'une de ces manifestations ait pour objet l'austérité budgétaire imposée par les traités européens. La politique monétaire de l'Union serait-elle différente si le directeur de la Banque centrale était un esclave, que le Parlement pourrait revendre ou fouetter s'il s'acquittait mal de sa tâche? Évidemment. Donc, si vous voulez, les Grecs avaient cette intelligence de réserver l'acte politique à des gens qui n'étaient pas impliqués dans le pouvoir administratif. Le pouvoir économique, non, administratif. C'est-à-dire qu'ils considéraient que le pouvoir administratif avait une telle incidence qu'il ne fallait pas lui confier, en plus, le pouvoir politique. C'est-à-dire, c'était la séparation des pouvoirs. Nous avons déjà la séparation du pouvoir. Nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Mais tout ça est en... Oui, non, c'est quand même... Mais eux séparaient le pouvoir administratif était un pouvoir exclu et réservé à des gens qui étaient responsables. Voilà.
Alors que nous avons exactement le phénomène inverse. Nous avons des gens irresponsables qui ont le pouvoir administratif et qui, en fait, euh, euh, se moquent des trois autres pouvoirs, puisque leur pouvoir est tel qu'ils se moquent de leur pouvoir. C'est ce qui nous arrive avec le fisc. C'est qu'ils sont responsables devant personne. Et qu'ils sont responsables devant personne. Voilà. Donc ce livre, il faut vraiment le lire, c'est très très intéressant, hein, vraiment très intéressant. Puis j'en ai un deuxième, là je vais aller vite parce que j'ai juste commencé à le lire, mais je voulais vous en parler, c'est parce que un lecteur, une lectrice du blog qui m'a incité à acheter ce livre, qui a été fait en 2000 par Thierry Desjardins, ça s'appelle Arrêtez d'emmerder les Français. Alors Thierry Desjardins est un journaliste du Figaro connu, et à la retraite là, et qui fait des billets, qui a un blog. Et ce livre écrit en 2000 est tout à fait intéressant parce qu'alors il est complètement. Je pense qu'en 2000 il devait être un peu en avance sur son temps et il a dû être sans doute un peu. Rattrapé puis dépassé maintenant. Ouais, à l'époque il a dû être un peu méprisé sans doute parce qu'il allait un peu. Mais là aujourd'hui on est en plein dedans. Alors c'est tout à fait intéressant. Quand j'aurai fini je vous en reparlerai. Voilà. Nous avons terminé. Bah, c'était pas mal. Hein, voilà, on se revoit bientôt. Ouais, peut-être un peu dans l'été ou peut-être après. Ouais, on voilà. sait pas. On sait pas. C'est. Au revoir.